Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Alors que le Sud-Soudan est en train de célébrer très officiellement son indépendance, de lourdes menaces commencent déjà à planer sur la viabilité du jeune État. La pauvreté, les tensions avec son voisin du Nord dont il vient de divorcer, mais également et surtout, disent certains, les conflits parfois sanglants entre les différentes ethnies et milices du pays. Notre invité aujourd'hui a pu mesurer l'ampleur de ces tensions. Benjamin Loiseau, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez passé 4 semaines au Sud-Soudan en compagnie de l'écrivain Jonathan Little et vous avez commencé ce périple à Djouba où a été prise cette première photo, une longue file d'attente de femmes qui, donc le 9 janvier, sont allées voter. Exactement, c'était donc le jour du référendum que beaucoup pensaient qu'il n'arriverait jamais à avoir lieu le jour même. Et puis, donc voilà, ça c'était l'ouverture des portes. Donc ces femmes qui ont mis leurs plus beaux habits pour aller voter. Et on voit sur l'image, donc il y en a une qui tient un bébé à la main et une carte d'électeur et qui, du coup, dépasse tout le monde. Donc je pense que c'est aussi peut-être pour ça que les gens... à côté, on le visage un peu tendu. Un peu fermé. Mais c'était une très très belle journée. Les gens étaient vraiment fiers d'aller voter. C'était, tout d'un coup, ils avaient leur destin entre leurs mains. Ils se séparaient enfin du Nord après 30 ans de guerre civile. C'était vraiment un très très beau moment. Il y avait un peu de tension à l'ouverture des portes parce que j'ai entendu pendant des heures pour voter. Ils voulaient vraiment voter le premier jour. C'était important. Ces femmes attendent depuis le matin en fait. Depuis 5-6 heures du matin. Il y avait une foule agglutinée devant les portes. Ça, c'est à Djouba. Mais pour eux, c'était vraiment symbolique. Ils voulaient voter le 9. Et on pouvait voter toute la semaine pendant le référendum. Mais ils avaient vraiment envie de voter le premier jour et d'avoir leur photo ou le souvenir de pouvoir dire j'ai voté le 9. Quitte à attendre un peu plus longtemps. Et alors cette fierté, on la ressent aussi dans la deuxième photo de notre sélection avec cet homme debout avec une canne et qui me montre sa main. C'est que j'étais en train de faire des photos à cet endroit et il est venu se poser littéralement devant mon appareil en me montrant sa main grande ouverte qui était le signe de l'indépendance. C'est-à-dire que sur les bulletins de vote, parce qu'il fallait vraiment simplifier, voulez-vous l'indépendance, oui ou non. Pour le non, c'était un point fermé. Et pour le oui, l'indépendance, c'était une main ouverte. Donc il est venu se poser devant moi. On n'a pas pu parler parce que son dialecte, je ne le comprenais pas, mais j'ai très bien compris son message. Et voilà, on a fait cette belle photo tous les deux. La photo suivante a été prise. Alors en termes de lumière, c'est un petit peu pareil. Est-ce que c'est le même endroit d'ailleurs ? C'est au même endroit. C'est un camp de rapatriés. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui ont fui le Nord après être partis là-bas pour différentes raisons, pour gagner de l'argent, plus d'argent à Khartoum, qui ont rentré... Donc des Soudanais du Sud. Du Sud, qui étaient partis au Nord, voilà, généralement autour de Khartoum ou à Khartoum même, et qui rentraient donc par tous les moyens, par bateau, par bus. Donc ceux-là sont rentrés par camion avec toutes leurs affaires sur le camion. Meubles, de tout. Et alors on retrouvait des choses absolument, enfin pour nous qui nous paraissent absurdes, un porte-manteau en bois qu'on n'achèterait même pas d'euros dans une brocante chez nous, mais voilà, certains, c'est leur seul meuble, et ben, ils vont le ramener, ils vont le mettre sur un camion, donc on trouvait vraiment de tout. Et donc ça, c'était voilà, la tombée de la nuit sur le stade de football de Malakal. De Malakal, et avec une lumière assez particulière, en fait, on se demande si c'est de l'éclairage artificiel ou c'est la tombée de la nuit. En fait, c'est un mélange des deux, si j'ai un peu de chance, c'est ce genre de photo que j'aime bien faire, c'est qu'au moment où la nuit tombait, ils allumaient un seul des poteaux du terrain de football, donc c'est un mélange voilà, de lumière artificielle et de lumière du jour. Qui donne cette atmosphère un peu particulière, un peu comme si c'était un décor de cinéma. Donc un peu plus loin, la photo suivante, c'est une barge, c'est toujours aussi des rapatriés. C'est aussi des rapatriés, ça on est allé à la frontière entre le nord et le sud, donc au nord du sud, et est arrivé ce bateau à Renk, et c'était un bateau, c'est l'équivalent de 4 grosses péniches qu'on aurait chez nous, attachées les unes aux autres, avec 1700 personnes à bord, et qui étaient parties donc du nord, depuis Khartoum, et qui allaient descendre jusqu'à Djouba pour un période de plusieurs semaines. Mais alors, ils quittaient le nord, pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de... Il y a plusieurs raisons. Certains avaient peur des représailles, en se disant parce que le nord avait menacé que si jamais ils se séparaient, s'il y avait scission entre le nord et le sud, ça pouvait mal tourner, donc certains ont eu peur, d'autres aussi portés par l'espoir d'une nouvelle nation, en se disant on rentre chez nous enfin, et tout va bien se passer. Voilà, c'était assez mélangé. Certains envoyaient juste la famille pour aller voir, tout en gardant un pied au nord. Il y avait un peu tous les scénarios possibles. Alors vous êtes monté à bord de cette péniche ou de cette barge. Comment s'est passé le périple ? Les conditions de voyage étaient comment ? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'infrastructure, que c'est très difficile de se déplacer. Ouais, c'était très compliqué. Et sur le bateau, c'est vrai que
au départ, on n'était pas du tout les bienvenus. On a d'abord parlé avec une personne quand on a vu le bateau arriver. Il nous a dit, vous pouvez monter à bord. Au moment de monter à bord, on a vraiment littéralement essayé de nous jeter à l'eau dès qu'ils ont vu l'appareil photo. On s'est dit, on monte quand même. Donc on est vraiment monté de force sur le bateau. Puis ensuite, le bateau s'est éloigné du bord et a commencé à descendre le Nil. Et là, tous les jeunes, en plus, étaient un peu alcoolisés, un peu agressifs. On nous a volé notre eau, donc on n'avait plus d'eau, plus de rien. Et je me suis dit que la nuit allait être très très longue. Et puis donc je me suis dit, allons nous cacher un peu tranquillement dans un coin, que tout ça se calme. Il y a eu gros palabres, grosses discussions avec les gens de la sécurité, du bateau, le capitaine, etc. Et puis petit à petit, on a fait copain et on a commencé à faire des photos. Mais c'était assez dur parce que les gens étaient déjà partis depuis 10 jours sur ce bateau. C'est toujours un peu le même schéma, c'est-à-dire que les femmes travaillent et font la cuisine en bas, les jeunes font pas grand-chose et les hommes discutent tranquilles. Ils discutent entre eux. Alors la photo suivante est presque abstraite, assez étrange, une sorte un poteau ou une sorte de bâton en bois, comme une lance au milieu d'un champ. Ça représente quoi? C'est la frontière entre les Dinka et les Murlets, donc complètement à l'est du Sud-Soudan. Qui sont donc deux ethnies. Deux ethnies très différentes et qui livrent une guerre ancestrale. Et voilà, au milieu d'un désert, on roule pendant des heures et des heures sur une piste abominable, vraiment, littéralement. Et au milieu, voilà, il y a ce bâton planté et c'est la frontière. Alors c'est la frontière comment? Parce qu'on a du mal à se représenter une frontière par un bâton. Disons qu'elle est d'est en ouest, voilà, elle sépare en deux. Et parce qu'il y a beaucoup de problèmes de pâturage entre les ethnies, c'est souvent des guerres de bétail, de vol. Il y a aussi avec les Murlets toute une espèce de légende et de fantasme sur les vols d'enfants. Voilà, donc tout ça est entretenu. Et d'ailleurs, ça c'est un des conflits potentiels actuellement, ou un des défis du nouvel État, c'est de réussir à en faire une nation, parce que effectivement, apparemment, depuis début janvier, il y a eu plus de 5000 morts, y compris justement dû à des conflits entre ethnies en fait au Sud-Soudan. Je pense effectivement que ce sera un de leurs plus gros défis. Au-delà même du conflit nord-sud, c'est de tous des problèmes ethniques et de territoire qui vont avoir et de terre. Et de terre. Souvent, ça part de petits détails très simples. C'est la terre, c'est on m'a piqué 50 vaches, c'est là que c'est mon pâturage à moi, c'est des vols de femmes, d'enfants. Pour nous, qui peuvent faire des petites choses, mais là-bas, ça déclenche tout de suite des clashs. Et ça veut dire aussi que quand on voyage au Sud-Soudan, par exemple, on arrive dans un village, c'est un village juste de Dinka, et le prochain village, c'est un village qui appartient à une autre ethnie. C'est par région, mais par county, comme ils appellent, on peut passer d'une région à une autre très vite. Et dans ces villages, vous étiez bien accueillis? Comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'hôtel. Donc, en général, il faut toujours arriver à aller voir la personne, l'autorité locale, discuter, se présenter, pas de photos au début. Qu'est-ce que vous venez faire? Donc, comme c'était dans le cadre du référendum et ils en étaient assez fiers d'avoir réussi à organiser ça, on était plutôt assez bien accueillis. Mais il fallait avoir vraiment toutes les autorisations qu'on avait obtenues à Djouba. Ça a pris 4 jours à avoir tous les bons papiers. Et ensuite, voilà, ils nous trouvaient un endroit où dormir qui allait, selon le village, d'une case à une chambre d'hôtel avec toutes les surprises que ça peut représenter en Afrique. Alors, autorité locale, est-ce que sur la photo qu'on voit, l'officier qu'on voit fait partie de ces autorités locales qu'il faut aller voir? Oui, il fait partie des autorités militaires locales. Donc, c'est pas lui qui allait nous trouver un logement. Lui, non, lui, il s'occupait pas de ça. Mais lui nous donnait les autorisations est-ce qu'on avait le droit d'aller ensuite se déplacer, d'aller photographier les gens, etc. Et en l'occurrence, donc, c'est un membre du SPLA, qui est donc légitimiste, parce que en dehors des tensions entre les différentes ethnies, il y a également des tensions au sein de l'armée sud-soudanaise. Exactement, parce qu'elle est représentée essentiellement par les Dinka, qui est la tribu, l'ethnie qui détient le pouvoir, etc. Et qui, au moment du référendum, est censée un peu redistribuer, un peu pour tout le monde. Et ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Mais ce que je trouvais assez drôle sur cette image, surtout, c'est qu'il y a ce décorum donc avec ce général assez pas très sympathique, assez dur, mais la décoration, quand il vous invite dans son bureau, c'est une case avec des petites fleurs roses, une jolie nappe rose. Voilà, c'est ce décalage que je trouve assez saisissant d'Afrique. Et alors donc là, dans la photo suivante, on continue à voir des militaires également. Est-ce qu'on sent la présence militaire un petit peu partout, tout au long de cette frontière? Partout, c'est des checkpoints, c'est la sécurité, on se déplace nulle part sans avoir une autorisation, une escorte armée. Oui, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des conflits en permanence? Il y a des conflits en permanence, il y a beaucoup d'attaques de
des gens pour les biens de vol, comme vous disiez, du vol de bétail. Est-ce que vous-même vous vous sentiez en sécurité ou bien... À la limite, je me sentais plus en sécurité sans escorte. Parce qu'on a toujours peur, quand on vous donne une escorte, on ne sait pas trop comment ils savent se servir de leurs armes, que si jamais il devait y avoir une attaque ou quelque chose, je préférais à la limite, moi, négocier directement avec mes agresseurs plutôt que d'être pris entre deux feux. Je ne sais pas, il n'y a pas de règle, mais c'est... Non, pas toujours. Donc on voit là sur cette photo suivante toujours et encore des militaires avec un homme en blanc devant qui pose... C'est Robert Gouin, oui, qui est un ancien... rebelle qui a déposé les armes au moment un peu avant le référendum, justement, et qui négociait avec le SPLM et avec l'armée pour des histoires de territoire, de représentation au sein du gouvernement, etc. Donc pour le moment, il était en mode donc en janvier, voilà. Mais vous pensez que potentiellement les différentes milices armées pourraient reprendre les armes à un moment donné, pourraient de nouveau... Certaines ont déjà repris et... leurs revendications n'ayant pas été satisfaites, oui. Et alors pour finir, juste, vous avez passé donc 4 semaines au Sud-Soudan. Beaucoup disent que ce nouvel État a beaucoup de défis à relever, qu'il est peut-être finalement pas si viable que ça. Quelle est l'impression que vous en avez retirée au bout de 4 semaines ? Ça va être compliqué. Il y a eu un grand enthousiasme quand on est arrivé à Djouba pendant le référendum, et c'est vrai qu'on y croit, on y a cru. On y croit, parce qu'ils ont les ressources, ils ont les moyens, mais que plus on a voyagé dans le pays, on a vraiment vu les difficultés. Et je pense que ça va être très compliqué. Je vous remercie beaucoup, Benjamin Loiseau, pour cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com, en français, en anglais et en arabe. L'info continue sur France 24.